Come on, DJ. Woo! My name is Pyo Zayarto. C'était l'un des tout premiers rappeurs birmans, quand il a fondé le groupe Acid avec ses amis. Il était trop cool. On a fait un vrai carton. Et c'est là que nos problèmes avec les dictateurs ont commencé. Quand leur album est sorti, cette musique, ça nous donnait envie de briser nos chaînes. C'était la première fois qu'un rappeur se lançait en politique. Un rappeur élu député, c'était tellement cool. C'était une source d'inspiration pour nous les jeunes. Je ne m'attendais pas à autant de violence. Il m'a dit, il y a eu un coup d'État. Je ferai ce que j'ai à faire. Il a osé se dresser contre le mal. Zayarto était un homme honnête. Un homme bon qui a eu le courage de prendre la parole pour dénoncer le mal. Ils l'ont traîné hors de sa cellule en pleine nuit pour l'exécuter. Ça me fait mal d'y penser. Je ne peux pas m'empêcher de penser à son exécution. J'y pense tout le temps. Chaque seconde. Zayarto a lutté pour le bien de tous jusqu'à son dernier souffle. C'était le plus casse-cou de tous nos potes. Il a été le dernier de la bande à se mettre au skate, mais il a foncé tout de suite avec nous. Il avait peur de rien. En quelques jours, il a rentré des figures qu'on avait mis des mois à apprendre, mais son corps était couvert d'éraflures. On a grandi dans la même rue. On faisait tout ensemble. Des choses bien et les conneries aussi. Je m'appelle Yayang Chan. J'ai fondé le groupe Acid avec mon ami Zayarto.
Je m'appelle Anaga. Je suis aussi un des fondateurs du groupe Acide. Au début, on s'est connus par la musique. On composait la plupart de nos chansons dans la chambre de Zeyarto. On n'avait pas spécialement d'ambition. On voulait juste chanter des nouvelles chansons et qu'elles soient écoutées par quelques personnes. At this day, nobody sing hip-hop. À cette époque, personne ne faisait du hip-hop. Music in Burmese. Et nous, on voulait écouter du hip-hop en birman. Alors, on a chanté nos espoirs et nos rêves de jeunesse. On parlait aussi de notre désespoir parfois. Mais c'est tout. Mais le bureau de la censure et le gouvernement, ils ont cru que c'était contre eux. On est né et on a grandi sous le règne des dictateurs. À la télévision, il ne passait que des informations de propagande du régime. Ou alors des défilés militaires ou des films à la gloire de l'armée. Cette époque a été terrible pour le Myanmar. Les gens étaient terrorisés. Il y avait plein de lois qui pouvaient vous envoyer en prison à tout moment. Du jour au lendemain, les gens disparaissaient. Nous, on pensait que c'était tout ce qu'on pouvait espérer dans la vie. On ne savait pas comment ça se passait dans les autres pays. C'était notre vie, c'était comme ça. Avant, en 1988, on n'avait jamais vu de manifestation ou de soulèvement. Peut-être plus d'1 million de manifestants dans les rues de Rangoon, la capitale, et Mandalay, la deuxième ville du pays. La raison en est simple, la déception dans un contexte économique catastrophique. La troupe sur les toits des bâtiments publics n'a pas hésité à tirer dans la foule, une foule bravant l'interdiction faite de tout rassemblement de plus de 5 personnes. Je voyais tous les jours des étudiants se faire tuer par les militaires. Les médecins et les infirmières de l'hôpital de Rangoon n'en pouvaient plus. Ils sont sortis et ils ont écrit sur les draps des lits de l'hôpital pour demander une trêve de 24 heures. Pour toute réponse, les militaires les ont mitraillés. Et puis ils leur ont roulé dessus avec les camions. Des médecins et des infirmières qui demandaient une trêve. J'ai vu ça de chez moi, depuis mon balcon. Cette scène a sans doute changé toute ma vie. Je n'ai jamais pu l'oublier. Jamais. Zeyarto et moi, on s'est connus sur les bancs d'école primaire. Au moment de notre adolescence, la liberté d'expression n'existait quasiment pas chez nous. On n'avait même pas le droit de se rassembler pour discuter. Il y avait une censure très stricte. La plupart des livres étaient censurés à l'époque. Mais le truc avec Zeyarto, c'est que ses parents étaient professeurs à l'école de médecine. Ils avaient plein de livres chez eux. Zeyarto lisait beaucoup, de la littérature, mais aussi des livres plus politiques. Le sujet qui nous obsédait, c'était la liberté.
Zéarto, lui, il nous en parlait tout le temps. Quand on a commencé à écrire des chansons comme « Tout ira bien si on reste unis », en fait, les paroles, elles évoquaient plutôt l'attitude à tenir dans une bagarre de rue. On parlait un peu comme un gang ou une espèce d'organisation. Mais ce mot « uni », en fait, ça pouvait aussi évoquer l'unité du pays. Ce mot « uni », il était tellement puissant. Il avait un sens tellement fort dans un pays comme le nôtre, à cause de la dictature. Il faut savoir qu'on n'avait pas le droit de se réunir à plus de 5 personnes. C'était strictement interdit. Si on avait osé se rassembler à plus de 5 personnes, on aurait été arrêté immédiatement. Cette chanson, Tout ira bien si on reste unis, tout le monde l'a perçue comme une chanson politique. C'est à ce moment-là que nos problèmes avec les dictateurs ont commencé. Ils ont voulu nous faire changer les paroles. Le truc avec le bureau de la censure, c'est qu'ils ne voulaient pas seulement vérifier les paroles. Les membres du bureau, ils étaient tellement ringards, tellement vieux jeu, ils comprenaient rien à la musique moderne. Et ils détestaient la plupart de nos paroles. Les mots d'argot ou les mots d'anglais qu'on utilisait, ils les ont tous censurés. On en a vraiment bavé avec eux. Oh no, rap show တွေလိမ့်မလိမ့်ဆောက်ရဲမိုက်တဲ့ female MC တွေကဆက်ဖြုတ်နေလိမ့်မယ်ရည်စရာကောင်းတဲ့မင်းကတက်မလာနဲ့တောက်ချပလိုက်မယ်တက်မလာနဲ့တောက်ချပလိုက်တက်မလာနဲ့တောက်ချပလိုက်တက်မလာနဲ့တက်မလာနဲ့တက်မလာနဲ့တောက်ချပလိုက် Nous, les musiciens, on était vraiment oppressés par le bureau de la censure. Mon nom est Tazine, je suis la femme de Zéarto. Je suis rappeuse comme lui. Les hommes à l'époque n'avaient pas le droit d'avoir les cheveux longs. Pour les femmes, interdiction de montrer les genoux ou de porter des décolletés. C'était l'oppression permanente. Si les paroles des chansons évoquaient le gouvernement militaire ou les dictateurs, ils censuraient les textes avec un bruit strident. Ça faisait bip et ça ruinait la chanson. Les jeunes connaissaient nos chansons parce qu'ils les recopiaient sur des cassettes et ils se les passaient entre eux. Ils les rapportaient chez eux et ils les partageaient avec leurs copains. C'est comme ça que nos chansons ont commencé à se répandre chez les jeunes. Au début, on a pensé que notre album avait fait un flop, mais ça s'est répandu petit à petit dans tout le pays. Partout où on allait, ils passaient notre musique. On a fait un vrai carton.
Avec cet album, Acid a vraiment mis le feu chez les jeunes. Toute l'école en parlait. Un succès aussi énorme, on n'osait même pas en rêver. On a commencé à recevoir des lettres de fans. On était tellement heureux. On recevait des piles de lettres. On a battu tous les records de vente. On a vraiment marqué l'histoire de la musique. Et puis on est devenus des vraies figures révolutionnaires et des leaders pour la jeunesse. Quand Acid a sorti cet album, leur musique, elle nous donnait envie de briser nos chaînes. C'est là que notre génération a commencé à avoir envie de se rebeller. Au cours de l'année 2007, on a commencé à entendre les gens se plaindre un peu partout. Les étudiants se plaignaient beaucoup. Et il y avait beaucoup de problèmes. Le prix de l'essence avait explosé. En fait, tous les prix avaient augmenté. En septembre 2007, les moines sont sortis pour protester et on les a rejoints. Quand j'ai vu de mes propres yeux que d'autres osaient sortir et se battre pour nous, j'ai vraiment voulu les soutenir. Et c'est pour cette raison que j'ai rejoint la Révolution Safran, le 17 septembre 2007. À cette époque-là, on vivait nos vies chacun de son côté. Mais quand le soulèvement a commencé, on a tous rejoint les manifestations. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est retrouvés, lui et moi. La répression de la Révolution Safran a été affreuse, brutale et inhumaine. Après ce soulèvement, j'ai commencé à avoir peur de l'armée. Je les ai vus arrêter les gens et tirer dans le tas. Après ça, oui, j'ai eu vraiment peur. Ces chiens de militaires, ils sont prêts à tout. Ils ont osé piétiner la robe des moines. Ils ont tué des moines. Ils sont prêts à tout pour conserver leur pouvoir. Ils sont prêts à tout pour continuer à exploiter les ressources économiques de notre pays. On a fondé le mouvement Generation Wave le 9 octobre 2007. C'est une conséquence directe de la révolution Safran du mois de septembre. On menait des actions de défiance politique. Mais il faut bien dire qu'on était pacifique et non violent. On avait des techniques inspirées du marketing. À chacune de nos actions, on laissait notre logo. Et on revendiquait nos actions de résistance dans des vidéos ou des photos et on les envoyait aux médias locaux ou internationaux. Les dictateurs sont terrorisés à l'idée qu'on découvre ce qu'ils font.
les disparitions, les tueries. Quand on a fondé ce mouvement avec Zéarto, lui, à ce moment-là, il était déjà une vraie star. Alors j'ai vraiment été sidéré quand il nous a rejoints dans la lutte politique. En mars 2008, on avait prévu d'organiser une manifestation. Mais ma maison a été perquisitionnée juste avant, le 6 mars. Et moi, j'ai dû prendre la fuite. Alors, Zéarto a pris ma place. Il a essayé de contacter les réseaux pour organiser la manifestation quand même. Quand je l'ai eu au téléphone à propos de la réunion de préparation, je me souviens de ces mots. Il a dit « On peut se faire arrêter à tout moment, soit en se cachant, soit en luttant. Ils ont déjà interpellé tous nos camarades. Autant se faire arrêter en luttant. Alors on y va. » Tout le monde le mettait en garde. Il était sur le point de se faire arrêter. Parfois, il venait se cacher chez moi. En fait, non, il se cachait même pas. Il était là, relax. Moi, je lui disais qu'il allait se faire serrer. Il me répondait « C'est comme ça ». Il connaissait son destin. Et il s'en fichait. On a commencé la réunion pour préparer l'action du 13 mars. On évoquait l'itinéraire et tout le reste. Des types en civil nous ont encerclés et ils nous ont arrêtés. On s'était dit que si on se faisait prendre, il fallait réussir à ne rien dire, à ne rien lâcher, pendant au moins 24 heures, pour laisser le temps à nos camarades de se mettre à l'abri. Ça leur permettait de s'enfuir, alors on n'a rien dit pendant l'interrogatoire. On ne savait pas où on était, mais on savait qu'on était dans un centre d'interrogatoire. On entendait juste nos voix. Ils nous ont interrogés toute la nuit, Zéarto et moi. Ils nous ont cognés tellement fort. Ils lui ont cassé le nez et les dents. C'était vraiment très brutal. Ils l'ont gardé pendant des jours et des jours. Zéarto, c'était un vrai camarade. C'était le suspect principal dans ce dossier. Alors il a tout fait pour endosser un maximum de responsabilités. Et en prison, quand il y avait un problème avec des policiers ou des gardes, il s'interposait toujours pour nous protéger. Il est resté longtemps en prison. 3 ou 4 ans, je crois. After years of military dictatorship, the country appears to be shifting. C'est la liesse, l'assignation à résidence de la dissidente Aung San Suu Kyi est levée. C'est la fin de 7 années de résidence surveillée. Nach jahrelanger Unterdrückung verfolgt die Regierung des südostasiatischen Landes nun eine Politik der Öffnung. Aung San Suu Kyi est sortie de résidence surveillée en 2010. Zéarto, pour sa part, est sorti de prison en 2011. Il représentait la relève. Moi, j'ai eu le sentiment qu'en prison, il était devenu un homme politique à part entière. C'est à ce moment-là qu'il s'est rapproché d'Aung San Suu Kyi. Ce jour-là, c'était un jour mémorable. Cette photo, elle a été prise le 23 mai, une semaine après ma sortie de prison.
À la fin de l'année 2011, il est devenu un membre de ce qu'on appelait le compound. Ça signifie la maison d'Aung San Suu Kyi. C'est là qu'ils établissaient les stratégies politiques. Aung San Suu Kyi ne choisissait pour être près d'elle que les politiciens les plus talentueux. Alors oui, c'est vrai, j'étais très fier de mon ami. Mais la communauté politique était sidérée. On se demandait pourquoi elle l'avait choisi. On se disait, c'est qui ce type? Quelles compétences il peut bien avoir? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il avait beaucoup de talent. Il était plein d'atouts. Et puis je crois aussi qu'elle voyait un fils en lui. En 2012, quand le parti d'Aung San Suu Kyi a décidé de se présenter aux élections partielles, on a entendu dire que Zayerto allait se présenter. Il a dû se débrouiller à peu près seul pour mener sa campagne électorale. Il a fait campagne dans le district Pobatiri et à Naypyidaw. En fait, ce sont des bastions de l'armée. C'est là que se trouvent tous les fonctionnaires. Dans un des bureaux de vote, il n'y avait que des policiers inscrits sur les listes. Ils étaient 700 votants. Et bien même là, il a obtenu plus de 600 voix. Il avait tellement de talent. Il s'est tout de suite hissé au-dessus du lot. Cette élection, nous l'avons remportée largement. Ça a été un vrai raz-de-marée. Il a retenu toute mon attention quand il est devenu membre du Parlement. C'était la première fois qu'un rappeur devenait député et s'investissait totalement en politique. Zayerto a aidé le pays à faire sa transition démocratique. Nous avons attendu ce jour pendant plus de 30 ans. Il y a eu tant de vies sacrifiées. Pour honorer la mémoire de nos frères et nos sœurs tombés,
Nous allons faire tout notre possible pour satisfaire les attentes et les besoins de notre peuple. Nous avons réussi à changer un État à parti unique en un système électoral pluraliste. On a réussi à changer une économie socialiste en une économie de marché. On a mis les mots « droits de l'homme » sur toutes les lèvres. Et on a réussi à protéger le peuple à chaque fois que c'était possible. En réalité, on n'a jamais eu de véritable démocratie. Les militaires ont simplement fait les ajustements qu'il fallait pour se refaire une légitimité et diminuer la pression internationale. Ils nous ont juste donné un peu de liberté sans jamais gêner leurs intérêts. Même quand ils étaient au gouvernement, la Ligue nationale pour la démocratie a eu un pouvoir très limité. D'ailleurs, si on regarde bien la Constitution de 2008, on voit que l'acte 6 stipule que les militaires garderont toujours la main mise sur la politique nationale. Tous les postes clés, les ministères comme celui de la Défense, le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Frontières, tous ces postes étaient contrôlés par des militaires en uniforme, des généraux qui se comportaient comme des ministres. Il discutait avec les militaires dans les coulisses du Parlement. Mais il avait peu de marge de manœuvre, c'était très frustrant. Pendant qu'Aung San Suu Kyi et son parti travaillaient à une réconciliation nationale avec les militaires, et même si c'était pour le bien du pays, ils ont ignoré certains droits du peuple, et particulièrement ceux de certaines minorités. Ils ont gardé le silence et ils ont échoué. Ils ne les ont pas protégés. De héros à zéro. C'est comme ça que la presse internationale a qualifié Aung San Suu Kyi. Celle qui avait pris la défense du peuple, qui avait protégé le peuple, était désormais un ange déchu. Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour protéger le peuple. Mais il faut savoir qu'avant l'année 2020, les militaires avaient déjà menacé par 2 fois Aung San Suu Kyi et son gouvernement de faire un coup d'État. En réalité, il y avait une personne clé qui contrôlait les guerres et les exactions. C'était le chef des armées, le général Ang Leng. Le pire est arrivé en 2017 quand ils ont commis des crimes contre l'humanité. Ils ont massacré et torturé les Rohingyas. C'est même allé jusqu'au génocide. C'est vrai. La crise des Rohingyas en 2017 a brisé la réputation d'Aung San Suu Kyi et celle de son gouvernement. Madame Suu Kyi, pensez-vous que les droits de l'homme sont respectés pour la minorité Rohingya? Non, ne filmez pas. Non, vous ne pouvez pas filmer. Non. Durant cette période, Zeyarto était un représentant important du gouvernement au Parlement. Il ne pouvait pas s'exprimer librement. Il ne pouvait pas aller contre la politique de son parti. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment-là, il a décidé de ne pas être candidat aux élections suivantes.
Il avait décidé de faire un break avec la politique et de reprendre sa carrière de musicien. C'est à ce moment-là qu'il m'a contacté par Internet pour qu'on travaille ensemble. Ça fait tellement longtemps que je n'étais plus dans l'industrie de la musique. J'avais d'autres responsabilités ailleurs. Et en plus, ce soir, on a essayé sur scène des chansons qu'on n'avait encore jamais interprétées. Alors oui, c'est vrai, j'avais un peu la pression. On avait plein de projets. On était trop contents qu'il soit de retour et qu'il puisse chanter avec nous sans risquer de compromettre sa carrière politique. Il avait commencé à écrire de nouvelles chansons et on préparait son comeback. On discutait quel type de chansons, quelle stratégie, ce genre de choses. On écrivait même des chansons à caractère politique pour le nouvel album d'Acide. À ce moment-là, c'était encore possible. Mais il y a eu le coup d'État. Et là, notre avenir a été brisé et tous nos rêves sont partis en fumée. Dès que j'ai entendu l'information à propos du coup d'État, j'ai eu peur pour lui. Je sentais qu'il était en danger. Il pouvait être arrêté à tout moment. Les gens ont commencé à sortir dans les rues. Internet était coupé. On est tous descendus dans la rue pour manifester. On était tous là. Au début des manifestations, on a tendu la main aux forces de police. On leur offrait des fleurs, des bouteilles d'eau. Il allait manifester tous les jours. Pas question pour lui de rester à la maison. Moi, je dis aux jeunes, rejoignez-nous. Je serai avec vous épaule contre épaule. Et s'il y a du danger, je me mettrai devant vous, en première ligne, pour vous protéger. Dès les premiers jours du coup d'État, ils ont commencé à arrêter des gens en pleine nuit. Ils disaient que c'était pour de simples interrogatoires de police. Et le lendemain, ils rendaient des corps sans vie. Ça se passait comme ça.
Et malgré ça, on a continué à manifester pacifiquement, sans violence. J'ai été élevée par une famille de militaires. Je les connais tellement bien. Je savais qu'ils seraient prêts à tout pour conserver leur pouvoir. Pour tout vous dire, Zayarto, il nous avait prévenus dès le début. Il avait dit, ce sont des brutes et ils vont passer à l'acte. Mais je ne m'attendais pas à autant de violence. C'était pas humain. Dans le quartier de Leng Thaya, j'ai vu les militaires et la police. Ils ont tué plus de 60 personnes en une seule journée. C'est horrible. Après le coup d'État, ils ont tué 3500 manifestants et ils ont arrêté 32 000 personnes à travers tout le pays. Ils nous ont terrorisés toute notre vie. Encore et toujours, ils se servent de leurs armes pour prospérer et pour se faire de l'argent. Ils frappent les civils et ils tuent. Le seul et unique langage que peuvent comprendre ces chiens de militaires, c'est le langage des chiens. Je veux dire le langage des armes. Ils ne sont pas humains, ces gens-là. Ils sont méprisables. Alors, quelque part, c'est logique d'en venir aux armes quand on a affaire à ce genre de personnes. Zayarto a choisi cette voie, la voie des armes. Il disait que c'était son devoir de s'engager. Il savait ce qu'il avait à faire. Il n'a eu besoin de personne pour prendre sa décision et rejoindre le mouvement. Nous avons décidé de les attaquer directement, les dirigeants de la junte et leurs familles aussi. Nous tous, y compris Zayarto, de tous milieux confondus, des médecins, des étudiants, des enseignants, nous avons laissé tomber nos rêves et notre avenir pour prendre part à la lutte armée. J'ai participé à des opérations à Rangoon. C'est Zayarto qui était le chef de la résistance armée dans le secteur. Zayarto était tout sauf un homme de violence. Il n'aimait pas ça. Toute sa vie, il a lutté et il a œuvré pour réformer le pays sans violence. On peut même dire qu'il était un pacifiste. Mais quand il a vu de quoi étaient capables les militaires, il a compris qu'il n'avait plus le choix. J'ai travaillé moi aussi sous la direction de Zayarto. J'ai fait partie de la guérilla urbaine. J'ai mené plusieurs opérations commando.
Selon moi, il n'y avait aucune autre façon de les arrêter. La guérilla, c'était le seul moyen. Jamais je n'aurais imaginé faire une chose pareille. Je ne voulais pas. Et je ne veux toujours pas. Je suis bouddhiste. Toute ma vie, je me suis tenue à l'écart de la violence, du meurtre. Mais je n'avais pas le choix. Pour ma première opération, j'ai lancé un cocktail Molotov sur un commissariat. Ensuite, j'ai placé des explosifs. J'en ai placé sur des checkpoints militaires ou dans des commissariats. Je faisais ça la nuit. Ensuite, on a décidé de passer à la vitesse supérieure avec une opération spéciale. Nous avons reçu des informations sur le dirigeant d'un quartier de Rangoon. Apparemment, c'était un informateur très actif de la junte. Il dénonçait les manifestants et après, ces gens-là se faisaient arrêter. Alors nous avons décidé de l'éliminer. D'abord, on a fait exploser une bombe artisanale à son bureau en pleine nuit. Dès qu'il a appris la nouvelle, il s'est précipité hors de chez lui pour aller voir. 2 de nos camarades l'attendaient dehors. Ils l'ont abattu. Ils n'ont tiré qu'une seule balle. Zeyarto a permis de fédérer et de coordonner tous ces différents réseaux de résistance. Il leur a permis de se concerter et de communiquer entre eux. Un homme comme Zeyarto, un politicien célèbre qui a serré la main d'Obama, a forcément plein d'options. Beaucoup de pays lui ont proposé de l'accueillir. On lui a offert l'asile politique et la sécurité. Mais il a refusé. Il craignait d'être moins efficace pour mener la lutte s'il quittait Rangoon. On le conduisait en secret d'un endroit à un autre. Il fallait faire attention et ne pas laisser de traces derrière nous. La situation évoluait tout le temps. Moi, je l'aidais à trouver des logements. S'il devait aller quelque part, je le conduisais. Je faisais des petites choses comme ça pour lui. Ce genre de petits services. Les derniers jours, il y avait de plus en plus de descentes de police. Il y avait des arrestations à la chaîne. En fait, on voulait changer de planque, mais on avait de moins en moins d'options. L'espace se réduisait de plus en plus autour de nous. Le lendemain, ils sont venus. En 5 minutes à peine, ils ont encerclé l'immeuble. On était fait comme des rats. J'ai jeté un coup d'œil dehors. Ils étaient déjà partout.
À ce moment-là, je ne savais pas quoi faire. J'étais paralysée. Je l'ai regardé, j'étais perdue. Il m'a dit de sortir vite, de l'enfermer de l'extérieur et de descendre rejoindre les autres. J'étais incapable de dire un mot. Je lui parlais avec les yeux. Je voulais pas le quitter. Peu après, Tazine nous a rejoints chez nous. On les entendait défoncer toutes les portes à l'étage du dessus. Et puis tout à coup, ils ont trouvé. C'était leur jackpot, dans le dernier studio. Le monde s'écroulait. On entendait le fracas, les cris. Rien qu'au son, on pouvait dire que c'était très violent. On les entendait le frapper depuis notre chambre. C'était juste au-dessus de chez nous, on entendait tout. J'arrivais pas à y croire. Juste après l'arrestation de Zayerto, la pluie a commencé à tomber. Une pluie lourde et intense. On a profité d'un moment d'inattention des militaires. 2 minutes et on s'est enfui. On a roulé comme ça sous la pluie sans trop savoir où aller. On avait peur. On pleurait. Sur les images, j'ai vu qu'il portait un t-shirt rayé bleu et blanc. C'était mon t-shirt. Je pense qu'il l'a enfilé avant d'être arrêté. Ça m'a bouleversée de voir ça. C'était comme un message. J'ai tout de suite compris ce qu'il avait voulu me dire. Sur les images prises juste après l'arrestation, on peut déjà voir qu'il a été tabassé. Et je n'ose même pas imaginer comme ils l'ont torturé par la suite. Sur les images, il avait les yeux boursouflés et des hématomes. En regardant bien, on voit aussi des traces de sang sur son t-shirt. Ça m'a tout de suite fait penser à notre passage par le centre d'interrogatoire. Mais cette fois, j'avais vraiment peur pour sa vie. En janvier 2022, ils ont diffusé une vidéo de ses aveux lors d'une conférence de presse. La première mission qu'il a avouée, c'est celle qu'on avait montée ensemble.
Tout le monde sait qu'il a été torturé avant d'apparaître à la télévision. C'est pas grave ce que Zayarto a dit. C'est pas grave. Il n'a avoué que le strict minimum. Beaucoup de gens, comme moi par exemple, ont pu s'échapper grâce à lui. Même ses collaborateurs les plus proches ont pu s'en sortir parce qu'il ne les a pas balancés. C'est vrai que je me faisais du souci pour lui, mais j'étais pas préparé à ça. Je n'arrive pas à chasser son exécution de mon esprit. J'y pense tout le temps, chaque seconde. Apparemment, ils ne savaient pas qu'il allait être exécuté. Ils ne lui ont pas dit. Ils sont venus le traîner de sa cellule en pleine nuit et ils l'ont exécuté. Depuis ce jour-là, il y a cette pensée qui m'obsède. Je me demande, qu'est-ce qu'il a ressenti cette dernière nuit? Ça me fait tellement mal. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai pas dormi. J'ai pas mangé pendant une semaine. Zayarto a lutté pour le bien de tous jusqu'à son dernier souffle. Je serai toujours fière de lui. Si je suis encore en vie, c'est parce que j'ai l'impression qu'il est toujours là, à côté de moi. C'est ce qui me donne la force de tenir. Je veux pas pleurer, mais c'est plus fort que moi. Il savait mieux que personne ce qui pouvait lui arriver. Mais il s'est quand même battu. Il s'est sacrifié jusqu'au bout. Zayarto était un homme honnête. Un homme bon qui a eu le courage de prendre la parole pour dénoncer le mal. Son esprit, son abnégation, sa bravoure vivront pour toujours. Je suis convaincu que l'histoire de Zayarto va perdurer pendant des centaines d'années. Pas seulement dans l'histoire de la Birmanie, mais dans le monde entier. Cette histoire, c'est l'histoire d'un homme qui a pris la défense du peuple. Il a sacrifié sa vie pour la vérité. Il va vivre comme ça pour toujours. Mon ami me manque. Je le salue ainsi que tous les autres qui ont sacrifié leur vie. Et j'espère que de là où il est, il peut continuer à être un homme qui lutte pour le bien, dans cette nouvelle vie et dans toutes les autres à venir.